l'info, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, les décodeurs de l'écho autour du cas de ce boulanger de la région de Dax qui ne peut plus ouvrir 7 jours sur 7 comme il fait depuis quelques années, contraint donc par la réglementation. C'est un arrêté qui date de 99 à observer une journée de fermeture parce qu'il n'a pas le droit de vendre du pain 7 jours sur 7 au nom de préservation de la concurrence, les petits boulangers tout autour. Hein. Voilà, commentaire sur Internet, Monsieur Leroy, fidèle téléspectateur auditeur des décodeurs de l'écho, qui nous dit « Encore un mauvais signal envoyé à l'étranger vu la médiatisation de cette affaire ». On a des tweets également, on a Eric qui nous dit « Le monde entier est précaire mais la France préfère mourir avec quelques insiders surprotégés et des millions d'exclus pauvres ». L'ancienne présidente du MEDEF, Laurence Parisot, qui tweet également, qui nous dit « Cette histoire est complètement folle ». Chef d'entreprise qui est avec nous, Michael Sala, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de nous rejoindre dans ce studio des décodeurs de l'écho. Vous êtes ouvert 7 jours sur 7. Hein. Vous avez une entreprise qui fabrique notamment des volets, des portes de garage, des fenêtres. C'est à Éragny-sur-Oise dans le département du Val d'Oise. Votre regard sur cette affaire, ce boulanger qui a reçu la visite à 2 reprises de l'inspection du travail, qui a été convoqué devant la police. Ce type de visite de l'inspection du travail, vous avez déjà eu les frais Absolument, j'ai eu l'inspection du travail, un certain nombre d'expériences que je me ferai un plaisir de partager avec vous. Je crains qu'on manque un peu de temps. Mais surtout, moi je voudrais vous donner deux points de vue. Un point de vue d'entrepreneur de terrain et un point de vue moral selon moi. Alors si vous me permettez, je vais commander par... le terrain moral, oui. Voilà, sur le terrain de l'entrepreneur, il y a une chose qui m'inquiète beaucoup. C'est que parmi mes pairs, et j'en côtoie beaucoup dans les organisations patronales, dans mon département où je suis très impliqué dans l'économie locale, les patrons de PME aujourd'hui, ils vous disent une chose, c'est j'aspire à l'entreprise sans salariés. Et là je dis, les amis, nous avons un problème. On a un vrai problème. C'est-à-dire que les petits patrons qui emploient 5, 10, 15, 20 personnes, qui sont en réalité la substantifique moelle de ce qui produit des emplois dans l'économie française aujourd'hui. Hein. La CGPME, je crois, avait publié une étude, 600 000 créations nettes d'emplois entre 2002 et 2007, 600 000 par nous, hein, les petits patrons. Le solde de création d'emplois. Plus que ça, parce qu'il y a des destructions par les grandes. Oui. Voilà, en plus, le solde est négatif par les grandes. Donc c'est nous qui produisons les emplois. Et moi, je vois les gars comme moi, d'accord, ils me disent, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que si on considère que l'économie, et notamment la microéconomie, c'est un sous-produit du droit. C'est-à-dire qu'on nous met des règles, comme au foot, on dit voilà, tu vas pas prendre le ballon avec les mains, donc ça produit un jeu. Si tu le prends avec les mains, c'est un autre jeu, c'est le rugby. Nous, on joue avec des règles, on est des pros de l'optimisation sous contrainte, c'est ça notre métier, hein. Optimisateur sous contrainte. Vous nous mettez des contraintes, hop, on se débrouille pour survivre. Et les contraintes, on échange tous les quarts d'heure. Donc tout le monde est tétanisé, et les gars sur le terrain, les petits patrons, ils disent, je rêve de déposer le bilan, de remonter un truc tout seul, je prends plus personne, je prends que des auto-entrepreneurs. Et moi je croise une fois par semaine le président du tribunal de commerce, et à chaque fois je lui dis, président, c'est quoi le thermomètre aujourd'hui au niveau casse? Il me dit, bon ça va, on se maintient, mais aujourd'hui les entrepreneurs demandent la liquidation directe. Ils veulent plus se battre parce que c'est trop compliqué. Oui, mais le code du travail, vous voulez vraiment le brûler, le casser? Non, pas du tout. Enfin, si vous me demandez, pour le goût de rire, non, pas du tout. Il en faut un toujours. Évidemment qu'il faut un code du travail. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on crée des incitations négatives, il ne faut pas être surpris d'avoir 10% de chômeurs au global, 20% chez les jeunes et 40% chez les jeunes des quartiers. Puisque le système, il est désincitatif à créer des emplois. Et moi, je dis, le travail le dimanche, je le teste tous les jours. Hein, je peux en parler à ma femme, mes enfants, qui ne me voient pas beaucoup le dimanche. Il n'empêche que les boîtes dans mon secteur, elles ne travaillent pas le dimanche. D'accord ? À périmètre égal, je fais 15% de chiffre d'affaires en plus et j'ai 2 employés en plus. Voilà. On est 3 millions de petites entreprises en France. 3 millions qui font 2 employés en plus, ça fait 6 millions, on est au plein emploi. C'est QFD. Pascal Loquiac, il faut sauver le droit du travail. Vous venez d'entendre donc ce chef d'entreprise, Michael Sala. Le droit du travail, il a bon dos ou pas? Oui, il a bon dos. Prenons un exemple. Imaginons que l'on brûle le code du travail. Vous nous le remontrerez, il fait quand même 3400 pages, c'est un gros pavé. Hein. Voilà, pour tous ceux qui nous suivent à la télévision. Allez, brûlons-le. Voilà, et alors il était fait, on le brûle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut bien réglementer. Les entreprises, elles ne peuvent pas fonctionner sans règles. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Il y a soit des conventions collectives, et c'est une tendance qui se dessine aujourd'hui. Pourquoi pas que le patronat français semble être sur cette... le patronat français, le MEDEF, a jusqu'à proposer que la loi fixe
un cadre général et il propose que les détails, et ce ne sont pas des détails, soient fixés par des accord collectif, notamment d'entreprise. Ça veut dire que chaque entreprise va avoir sa propre règle. Je ne pense pas que sur un marché, ce soit économiquement pertinent. Donc on peut d'abord imaginer que le droit du travail soit fait par des conventions collectives. Il faut bien savoir que ça ne sera pas plus simple qu'un code du travail. Deuxième possibilité, c'est plutôt l'approche à l'anglo-saxonne. On a un code du travail très léger et à la place, on a une jurisprudence parce qu'il faut bien, là encore, si la loi dit rien, le juge, il va bien falloir qu'il trouve une solution à un litige. Et donc on va avoir des jurisprudences extrêmement étoffées. Et là encore, je ne suis pas sûr que les tenants de la simplification soient favorables à une jurisprudence très étoffée. Je prendrai un exemple qui, moi, me choque énormément. C'est l'Institut Montaigne qui a sorti ce sondage selon lequel les juges français seraient hostiles à la logique du marché. Et cela expliquerait notamment le caractère beaucoup trop protecteur du droit du licenciement pour motif économique. Donc il y a une sorte d'hostilité non seulement à l'égard du Code du travail, mais à l'égard des juges. Donc je crois qu'il faut raison garder, et je vous suis, sur les PME. Moi ma position, c'est qu'on devrait faire un Small Business Act. C'est-à-dire, c'est ce qu'ont fait les Américains, c'est-à-dire adopter une loi, ça a déjà été fait mais de manière partielle, qui favorise l'attractivité économique des PME. Les PME, Frédéric Griveau, vice-président de la CGPME en charge de l'industrie. Est-ce que vous avez l'impression que les politiques, les administrations connaissent bien le monde de l'entreprise? Est-ce que le divorce, il ne vient pas de là quand même au final? Tous ceux qui écrivent ces 3400 pages de code du travail, ce poids des normes, il n'y a pas de l'incompréhension justement du fait du poids, de la complexité de ces réglementations? Le divorce, il vient de là, monsieur. Il faut être très clair, on va en prendre un exemple. Vous prenez la pénibilité. Je voudrais savoir combien de députés ou de sénateurs sont venus dans nos entreprises pour nous mettre une gazinière comme celle-ci, au point que nous-mêmes, nous sommes tous désormais dans le risque. Puisque depuis le 1er janvier, nous aurions dû, dans toutes nos entreprises, mettre en place le système d'évaluation. La quasi-totalité des chefs d'entreprise ne l'ont pas mise, puisque même... Ça a été en grande partie reporté quand même. Reporté, mais même les éléments qui permettent de le faire, enfin reporté pour 6 des articles sur les 10. Oui. 4 autres, pour le moment, il y a 2 commissions qui sont en train de travailler. Mais on revient toujours à ce principe, à un moment donné, on met quelque chose en place, on a oublié de faire les études d'impact, et à partir de ce moment-là, on revient en arrière. Je cite l'exemple récent qui a fait rire partout, c'est l'histoire de l'escabeau en matière d'apprentissage. Les jeunes n'avaient plus le droit de monter sur un escabeau, donc ils ne pouvaient pas apprendre à travailler. Résultat de l'opération, on est revenu en arrière. Et je viens, pour citer encore cet exemple, c'est une notion de risque pour un apprenti dans une entreprise. En France, la difficulté, c'est qu'on le mette devant une machine. En Allemagne, il fait ce qu'on appelle l'école de l'apprentissage du risque. Et c'est que quand il est diplômé de cette école d'apprentissage du risque, qu'il a le droit à commencer à travailler dans d'autres métiers, ou à apprendre d'autres métiers. Stéphanie Lecoq, est-ce que cette incompréhension, elle ne réside pas aussi, par exemple, dans le travail des inspecteurs du travail? On voit donc ce boulanger qui a reçu la visite à 2 reprises des inspecteurs du travail. Il y a 2240 à peu près agents de l'inspection du travail. Est-ce qu'ils connaissent bien l'entreprise? Est-ce qu'ils n'ont pas souvent l'image des anti-patrons? Ils la détestent surtout, il faut être honnête. Alors, vous rentrez dans l'inspection du travail comme on rentre en religion. C'est tout, c'est des moines soldats. Stéphanie Lecoq, Institut supérieur du travail. L'inspecteur du travail date de 1892 et il sert à quoi effectivement? Il est là, c'est le garant de l'application du Code du travail. D'accord? Alors, il fait ce qu'il veut. C'est un officier comme un officier de police judiciaire. Donc on peut l'appeler effectivement le flic du travail. Le problème, c'est que de temps en temps, effectivement, on est plutôt à bas les patrons. On est un peu contre les patrons, on est bien d'accord. Voilà, c'est bien de le reconnaître. On est bien d'accord. Je le reconnais. Il peut faire quoi? Effectivement, il fait ce qu'il veut dans son entreprise. Il est chez lui, il peut aller jusqu'à la faire former. Il va d'abord faire des observations, des mises en demeure, et si vous n'en tenez pas compte, il fera effectivement des procès-verbaux. Ou s'il y a un danger grave et imminent, il pourra directement faire un procès-verbal. Jusque-là, tout va bien. Dans le rôle qu'il a à tenir, tout va bien. Après, il y a une dérive, effectivement, du corps de l'inspection du travail. Pourquoi? Parce que le corps de l'inspecteur du travail n'a pas de chef.
Il fait ce qu'il veut, il n'a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie. Et c'est de toute façon la logique et la réforme voulue actuellement du corps de l'inspection du travail de lui trouver un chèque pour freiner un petit peu finalement les ardeurs de l'inspecteur du travail. C'est d'ailleurs Yves Struilou, qui est actuellement directeur général du travail, qui doit s'y coller et qui était un ancien inspecteur du travail. Espérons que ça se passe bien. Michael Sala, chef d'entreprise et Ragny-sur-Oise, les inspecteurs du travail, vous avez l'impression qu'ils vous comprennent, qu'ils débarquent pour rien lorsqu'ils arrivent dans une entreprise? Est-ce que vous parlez la même langue qu'eux? Alors, je vais vous donner un exemple vécu. Moi, j'ai repris cette boîte il y a 5 ans, 6 employés, aujourd'hui on est 10. J'ai eu en quelques mois la DGCCRF, l'inspection du travail. L'inspection du travail est venue, et je leur ai dit à tous la même chose. Écoutez, je souhaite être exemplaire. Vous allez me faire une liste de points, parce qu'on n'est pas parfait, il y a peut-être des choses qu'on fait de travers, et je vais me mettre en conformité de manière absolue. La personne me dit, ah bah dites donc, c'est super, si tous les patrons étaient comme vous, on aurait la vie plus facile. Ok, pas de problème. Elle me fait sa petite liste, pas de gros machin. Moi, j'ai un magasin de 100 mètres carrés dans un centre commercial, d'accord? Des toilettes, il y en a partout. J'ai une équipe, on est dans le bâtiment, j'ai une équipe de bons hommes bien costauds, et j'ai 2 jeunes femmes très dévouées et qui bossent beaucoup. Et donc, l'inspectrice du travail me dit, ok, on a un problème, vous avez bien 2 toilettes, mais il n'y a pas d'eau chaude dans les toilettes des dames. Alors, je regarde toute la liste, je me mets en conformité, je renvoie un écrit et j'essaye de négocier peut-être l'économie de 1 500 € que va me coûter l'installation d'un ballon d'eau chaude qui ne va jamais servir dans les toilettes des dames qu'elles n'utilisent jamais, puisque de toute façon, elles vont dans le centre commercial. Et là, j'ai senti une tension immédiate sur le thème attention, le bras séculier, d'accord? Mon coco, si tu me mets pas ton ballon d'eau chaude, je te colle au mur. Et là j'ai dit, ok, pas de problème, j'ai appelé un copain plombier, Eric, tu veux pas me mettre un ballon d'eau chaude? Il m'a mis un ballon d'eau chaude, ça a fonctionné 2 jours, en plus le truc est en rade, ce qui était vraiment un gag. Voilà, ça c'était mon expérience avec l'inspection. D'accord, c'est la réalité des entreprises. Oui, mais pardon, juste une chose, aujourd'hui on nous dit que le législateur propose de donner à l'inspecteur du travail toute autorité pour asséner des amendes jusqu'à 10 ou 15 000 € sans avoir à en référer à personne. Ça, c'est l'arme de destruction massive, je veux dire. Pascal Loquiec, est-ce que les inspecteurs du travail sont bien armés, justement, pour s'adapter aux droits, s'adapter aux réglementations et pour faire respecter ces 3400 pages, voilà, personne ne connaît finalement, personne ne lit dans le Code du travail? D'abord, le problème, c'est qu'ils sont pas assez nombreux. Je le disais, 2400 en France. Un agent pour 8000 salariés. Voilà, ils sont pas assez nombreux. Ce qui peut expliquer certaines difficultés, et j'ai toute confiance en Yves Struilou pour effectivement améliorer ce système. Donc le directeur général du travail. Voilà, pour améliorer ce système. Alors bien sûr, on peut prendre les exemples de règles, on va dire, qui relèvent plus de l'aménagement, on va dire, de détails de l'entreprise. Mais il faut savoir aussi que l'inspecteur du travail, il va intervenir sur des suicides au travail, sur des burn-out, sur des... On ne nie pas l'importance de l'inspection du travail. Personne ici ne nie l'importance de l'inspection du travail sur ces cas dramatiques. Mais quand même, ce putain de ballon d'eau chaude dans l'entreprise de Michael Sala, enfin pardon. Mais c'est comme toujours, on va focaliser sur un point particulier, alors que les inspecteurs du travail vont intervenir sur des dossiers essentiels. Par exemple en matière d'amiante, je vais donner d'autres exemples, et on va se focaliser là-dessus. Mais sauf que Pascal, il y a un point quand même, c'est qu'on se rend compte que ce qui suscite finalement l'agacement, l'énervement, la colère, etc., ce sont ces petits trucs mais oui, qui seraient si faciles finalement de supprimer, j'ai envie de dire. Mais oui, mais je dis pas qu'il y a pas certaines règles à supprimer, mais je vais prendre aussi, reprendre ce que disait M. Griveaux. De la CGPME qui est avec nous. Je pense que le problème fondamental de la complexité du droit du travail, c'est pas tant qu'il y a trop de règles, c'est qu'elles changent tout le temps. C'est qu'il n'y a pas de ligne politique stable. Politique, vous avez raison de le dire. Oui, de ligne politique, y compris au sein de la même majorité politique. On aurait une ministre qui sera avec nous dans 10 minutes, voilà, Madame Delga. Il n'y a pas de ligne politique. Et je vais prendre l'exemple des lois sur le temps de travail. Il y en a 10 qui ont été adoptées sur 10 ans. Et je comprends effectivement que les chefs d'entreprise soient perdus. Et pour moi, ce n'est pas une question il y a trop de droits du travail, il y a trop de règles, c'est que ça n'est pas cohérent. Lorsqu'on défiscalise les heures supplémentaires, qu'on les refiscalise au bout de quelques mois, effectivement, on perd la tête. On perd la tête. Donc il faut une ligne
stable. Jusqu'où on peut réduire ce code du travail? Vous qui défendez justement, qui dites il faut sauver le droit du travail, Pascal Lequet. Il y a 3400 pages en ce moment. On parle du code du travail, hein. Je ne parle pas du code de l'environnement qui grossit en moyenne de 3 pages par semaine depuis 2008, du code de l'urbanisme, du code des assurances, du code de ceci et de cela. Mais par exemple, un code du travail de 3400 pages, honnêtement, clairement, on peut le réduire de combien? Pour qu'il continue à rester protecteur et qu'il n'ennuie pas, en effet, Monsieur Salah pour un ballon d'eau chaude dans son entreprise, ou ce boulanger qui veut ouvrir 7 jours sur 7 dans les Landes. Mais vous pouvez le réduire, vous pouvez même supprimer quasiment toutes les pages. Simplement, les règles, elles existeront quand même parce qu'on en a besoin. Alors, on pourra faire comme en Italie ou aux États-Unis, vous n'avez pas de code. Mais c'est pas mieux. Les règles, on va les mettre ailleurs, on va les mettre dans des lois qui ne seront pas codifiées. Il ne faut pas oublier, et ça c'est aussi un point fondamental en droit, que la codification, c'est un élément, et le Conseil constitutionnel l'a reconnu, un élément d'intelligibilité de la loi. Donc vous sortez tous des codes, ça ne sera pas plus simple. Et alors le fameux code suisse là, dont tout le monde dit monts et merveilles, est-ce qu'il est si merveilleux que ça? Il n'est pas merveilleux. C'est comme la Belgique. En Belgique, articles, c'est ça? Voilà, alors on a des codes très légers, mais il faut savoir qu'en Belgique, on peut licencier un salarié sans aucun motif économique, librement. Et je voudrais dire, parce que je pense qu'on ne fait peut-être pas assez de droits comparés. On parlait du licenciement tout à l'heure. Il faut savoir qu'en Chine, lorsqu'ils sont passés à la logique du marché, ils ont été pour les CDD tous azimuts. Ils ont compris que les salariés ne restaient pas dans l'entreprise et que les meilleurs y partaient. Eh bien, ils sont revenus à moins de CDD. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, où on peut licencier sans aucun motif, on peut licencier la personne qui est au bar parce qu'elle a ri avec les clients. Il y a une affaire. Eh bien, les États-Unis commencent à davantage contrôler le motif. Hein, donc, pour moi, et je suis évidemment pas le seul à le penser, les règles de protection, elles sont aussi utiles à l'entreprise. Bon, j'ai pas mal de... moins de lois, plus de contentieux. Stéphanie Lecoq, je vous ai pas entendu. Voilà, c'est ça. Attention à moins de lois, plus de contentieux derrière. Oui, les faut savoir ce qu'on veut. Oui, les contentieux. Tiens, j'ouvre une parenthèse, puisqu'on parlait beaucoup de simplification. Le gouvernement, avec sa loi Macron, la réforme des prud'hommes, Emmanuel Le Chypre, c'est une bonne décision, justement, attendue par les chefs d'entreprise. Vous me direz Michael Salah, vous me direz Frédéric Grévaux. Il y a deux choses. C'est vrai que si vous demandez aux chefs d'entreprise, enfin, je ne veux pas m'exprimer en leur nom, mais si vous leur demandiez de faire aller les 3 cadeaux les plus fous, les 3 souhaits les plus dingues qu'ils pourraient avoir, vous ne retrouverez certainement pas quelque chose sur les 35 heures. Par contre, en très haut de la liste, vous aurez quelque chose sur les prud'hommes. C'est évident. Après, est-ce que la loi Macron, ce que propose la loi Macron, est-ce que ça répond à Vous nous rappelez juste qu'elle une accélération donc de la procédure, c'est que les procédures moins d'incertitudes, plus aussi longtemps. Voilà. Alors, il y avait déjà des restrictions qui avaient été apportées. On a des cas, par exemple, récents qui étaient aberrants, où genre, par exemple, un salarié a saisi les prud'hommes 4 ans ou 5 ans après avoir été... Sûr, on a le droit. Voilà, bon, ça déjà... Michael Salah, chef d'entreprise à Éragny-sur-Oise. Alors, sur les 35 heures, c'est sûr que ça, moi je dis, en France, le temps de travail se compte par 35. 1 fois 35 pour les salariés, 2 fois 35 pour les patrons de PME. C'est comme les congés, ça se compte par 5. Non, mais les 35 heures, c'est plus... Est-ce que c'est vraiment... Non. Voilà. Les prud'hommes. Encore que. Les prud'hommes, un mot, puis on peut rentrer. Les prud'hommes, si vous voulez rester avec nous, il y aura une ministre qui sera avec nous. Les prud'hommes, ce qui est compliqué, c'est l'incertitude totale. C'est l'incertitude totale, c'est la roulette russe. C'est-à-dire que personnellement, il arrive dans la vie d'un chef d'entreprise où on doit se séparer de quelqu'un pour diverses raisons. Ça peut être des raisons économiques, ça peut être des raisons d'inadéquation avec la tâche qui est demandée. Si on le fait avec un revolver sur la tempe parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne peut pas provisionner. Or, gouverner, c'est prévoir. Et dans une PME, si on ne prévoit pas, on est mort. Allez, témoignage de Alain Michaud sur le mail des décodeurs de l'Écho qui nous dit « Une autorisation générale d'ouverture le dimanche n'entraînera pas le retour à un quelconque esclavage au travail. Les commerces n'ouvriraient que si c'est rentable. » Ce que nous disait donc d'ailleurs tout à l'heure Emmanuel Le Chypre. Camille Lacorde qui nous dit « Oui, si l'on veut réellement protéger les petites structures face aux grandes en imposant un jour de fermeture au boulanger, pourquoi n'interdit-on pas aux grandes surfaces qui ouvrent 7 jours sur 7 de vendre du pain un jour dans la semaine ?» Est-ce que j'ai encore une remarque? Oui, Eric qui nous dit « La France est liberticide, je suis handicapé, heureusement qu'il y a des auxiliaires de vie qui acceptent de travailler dimanche, sinon je reste dans mon lit. » Voilà, dans un instant, tiens, si vous voulez rester tous avec nous, il y aura Carole Delga qui sera avec nous. Carole Delga est secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation, de l'économie sociale et solidaire. On reviendra sur le cas de ce boulanger, mais on essaiera évidemment, comme on le fait depuis maintenant 1 heure,
d'élargir sur le droit du travail, le code du travail justement, parce que la France n'est pas dans le pétrin. A tout de suite.